Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Kwete Martin, professeur émérite de géographie à la retraite. Je suis Camerounais. Je me suis souvent interrogé sur les origines de la haine quasi-viscérale que colons et administrateurs français, à l'aube de la décennie 1950, vouaient au Bamileke, au point de se décider de lui rabattre le caquet pour l'éternité. Le Bamileke est-il né si détestable, ou bien s'agit-il d'un construit patiemment élaboré dès le moment où il est condamné à côtoyer le blanc? Ce travail est intitulé Le pourquoi colons et administration coloniale française ne pouvaient que diaboliser, voire haïr le Bamileke. Je suis arrivé à la conclusion, au terme de mes recherches, que la Genèse s'enracine dans un projet de développement de la culture de l'Arabica dans le Bamileke et le Bamoun. Projet à grand enjeu économique pour la France qui sort meurtri de la Grande Guerre et qu'il faut reconstruire. Enjeu social aussi parce que sa mission est aussi d'encadrer, éduquer et préparer les indigènes à leur autonomie. Chez les colonisés, il y a aussi un enjeu économique qui est de taille, la volonté inébranlable de cultiver à tout prix la seule plante riche, génératrice de l'argent pour payer l'impôt et pour vivre au quotidien. Les divergences éclatent à partir du moment où l'indigène n'a pas les moyens de sa politique. Il est de surcroît handicapé par un calendrier hyper chargé, donc doit partager son temps entre sa plantation de monoculture de café, telle qu'il lui est imposée, et l'entretien de ses multiples parcelles de culture vivrière. Il est donc difficile qu'il se plie aux exigences d'une plante comme le caféier arabica. Dans le contexte où les plantations indigènes, irrespectueuses des normes de production, deviennent des lieux de propagation, de diffusion des maladies cryptogamiques, le colonisateur désabusé impose et durcit les conditions d'accès à la culture, ce qui revient bien sûr à exclure l'essentiel de la masse paysanne de la production caféière pour l'occuper autrement, à savoir en faire une main-d'œuvre bon marché au bonheur des colons blancs. Deux logiques vont alors s'affronter sur le type de paysage attendu par les Blancs. L'indigène défend et cherche à imposer aux Blancs le système de polyculture dans lequel il se sent le plus à l'aise. Les services d'agriculture, quant à eux, campent sur leur paysage de monoculture. Alors s'ouvre une cohabitation tumultueuse et de plus en plus conflictuelle, au cours de laquelle l'administration coloniale s'illustre par la prise des décisions et la pose des actes impopulaires, consacrés dans le traité du 10 mai 1939, 10 mai 1937, qui réglemente la culture du café. Ce code est, à n'en point douter, le catalyseur de la première rébellion sourde, larvée sur fond de guerre pour l'accès à la culture du café. Cette rébellion va glisser progressivement des champs vers les villes, au sein des coopératives, puis dans les rues et à l'international,
en raison de la médiatisation et la politisation à outrance d'une question qui n'était qu'agraire. La décennie 1940 s'ouvre par un coup d'éclat. En effet, Dodé, le chef de la région Bamileke, procède d'autorité à la suppression de la seule coopérative existante. Oui, je disais que la décennie 40 s'ouvre par un coup d'éclat, un coup de tonnerre, lorsque le chef de région, M. Doudé, crée d'autorité le 29 mars 1941 la CAPCA, la coopérative agricole de planteurs Bamileke de café d'Arabie, après avoir dissous les coopératives des subdivisions existantes et contrôlées par les indigènes. Il s'autoproclame président du CA de la nouvelle coopérative dont il nomme les membres. Il nomme aussi le gérant blanc. Estirpe du nouveau conseil d'administration certaines têtes dures, environ 3. Tawamba Gobert, Johnny Baleng et plus tard Joumessi Mathias. Cet autoritarisme et cette volonté de l'administration de faire main basse sur l'économie de la région n'échappent pas aux syndicats des petits planteurs, aux membres des partis et mouvements politiques naissants comme le Kumze. Cet autoritarisme, ce paternalisme et cette volonté de l'administration de faire main basse sur l'économie de la région n'échappent pas aux syndicats des petits planteurs, aux membres des partis et mouvements politiques naissants tels que le Kumze et l'UPC. Ils vont jurer de bâtir leur coopérative sur les ruines d'une pseudo-coopérative indigène dirigée par les Blancs. Ainsi, en cherchant à s'assurer le contrôle de l'économie caféière, l'administration élargit l'assiette des actes impopulaires. La décennie 40 à 50 s'annonce donc comme celle des revendications sociales, de la confrontation directe avec l'administration, des dénonciations fracassantes et tapageuses, de l'incivisme et surtout des désobéissances civiles orchestrées par les dirigeants syndicaux, militants du Kumze et de l'UPC, qui ont récupéré le mouvement des planteurs. Pendant que l'administration coloniale les sous-estime, les diabolise, voire les vilipende, ne voyant en eux que des agitateurs, des agents propagandistes de l'Union des populations du Cameroun, ceux-là qui recrutent les adhérents de l'UPC sous le couvert du syndicat, décidés à s'opposer par des revendications intempestives à toutes les mesures administratives et en particulier à la coopérative de Tchang. Ces syndicats, disais-je,
engrange de petites victoires sur l'administration coloniale. Victoires qui contribuent à saper son autorité et celle des chefs traditionnels qui se comportent comme des bras séculiers de l'administration pour l'application des décisions impopulaires. Cette situation met l'administration et les chefs dans une situation inconfortable, difficile, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. En 10 ans, les slogans des indigènes ont évolué, passant de la conquête de la dignité de l'indigène à nous voulons vivre libres sur nos terres et enfin les Français doivent se démettre ou partir du Cameroun. Lors de son 5e anniversaire, le 28 septembre 1952, pendant que le Koumzé jubile d'un bilan d'action fort flatteur, l'administration est aux abois. Pour les dirigeants syndicalistes, le brillant palmarès est au maître au compte des interventions puissantes de l'Union des syndicats ou l'Union syndicale, de l'appui de la CGT métropolitaine, du sacrifice des dirigeants territoriaux ou locaux. De ce bilan, au compte de ce bilan, on peut mettre le travail forcé et l'indigénat ont été abolis. Les femmes sont désormais exemptes de l'impôt. La nouvelle subdivision de Bouddha a été créée. L'électrification de la ville de Tchang est un acquis. La liberté de cultiver le café n'est plus un rêve. Leur coopérative, la Copcolve, existe et fonctionne, alors que la CAPCA a vécu. En réalité, l'administration doit se rendre compte du danger réel que représentaient les paysans, même analphabètes. Des syndicats et mouvements politiques, jusque-là sous-estimés, voire infantilisés. Le danger vient de ce que ces agitateurs, entre guillemets, ont compromis la réussite de la vision coloniale de la France sur le Cameroun. Ils constituent un contre-pouvoir de taille qu'il ne fallait pas négliger et, tant qu'il existera, ne lui donnera pas l'occasion de faire main basse sur le Cameroun. En réalité, leur attitude condescendante, celle des colons et de l'administration coloniale, les a obnubilés au point qu'ils n'ont pas vu venir le danger et les effets destructeurs de ces petites victoires engrangées sur eux quand on les cumule. Quand ils en prennent conscience, les rapports sociaux sont particulièrement dégradés et le camp d'en face